Nous sommes le vendredi 7 juin, bonsoir et bienvenue dans BBC Info, voici les titres. Crise au Soudan, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé à Khartoum pour lancer une médiation. Explosion de la toxicomanie au Nigeria, nous reviendrons sur la manière dont un reportage de la BBC s'est attaqué à l'abus de puissants médicaments contre la toux. Et c'est parti pour la Coupe du Monde de foot féminin avec 3 équipes africaines en lice. Elles rêvent d'écrire une nouvelle page de l'histoire du ballon rond. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé à Khartoum. Il va tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Une brutale répression des manifestations a suscité des condamnations internationales. Plus de 100 manifestants ont été tués selon les médecins proches du mouvement. Olivier Weber nous en dit plus. Il s'était forgé une réputation de diplomate après avoir négocié la paix avec l'Érythrée. Aujourd'hui, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était au Soudan pour tenter d'enrayer la crise. Il a d'abord rencontré les militaires, s'entretenant avec le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire de transition, qui a pris le pouvoir après le renversement il y a 2 mois du président Omar el-Béchir. Des militaires sous pression depuis la suspension du Soudan la veille par l'Union africaine. Les militaires peuvent toutefois compter sur le soutien de leurs alliés, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ensuite, direction l'ambassade d'Éthiopie, où Abiy Ahmed a rencontré des membres de l'opposition. Une opposition qui ne veut plus négocier avec les militaires, après le dispersement dans le sang lundi du sit-in à Khartoum. Dispersement qui a fait plus de 100 morts selon les médecins, 61 morts selon les militaires. Ce groupe d'amis a vécu la scène. Ils ont commencé à tirer à balles réelles de tous les côtés. On était encerclés, les balles fusaient de partout. On ne savait pas où se mettre à l'abri. On courait et on voyait des gens à terre. Mais on ne pouvait aider personne parce que s'arrêter voulait dire se faire abattre. On a couru longtemps. J'ai regardé sur ma gauche dans un immeuble et là, j'ai vu des snipers. Un climat de terreur s'est abattu sur Khartoum cette semaine. Les habitants se terrent chez eux. Des hommes en armes appartenant à la force de soutien rapide patrouillent les rues. Mais dans certains quartiers, la résistance s'organise. Des manifestants ont érigé des barrages. Malgré le couvre-feu, ils montent la garde, guettant l'arrivée des forces de sécurité. Quand ils viennent ici, c'est le chaos. Ils tirent de partout, c'est terrible. Quand ils sont venus ici, ils ont tué des gens, ils allaient dans les maisons, ils ont arrêté des amis à nous. L'opposition a demandé à la population de monter ces barricades en signe de désobéissance civile. Le président togolais Faure Gnassingbé est à Londres cette semaine. Sophie Kenyé de BBC Africa l'a rencontré et s'est entretenue avec lui sur une éventuelle candidature lors de l'élection présidentielle de 2020, mais aussi sur la question des manifestations de l'opposition. Je ne sais pas encore. Je crois qu'il y a encore quelques mois de réflexion et puis après, je verrai ce que le parti politique décidera. Je pense que chaque pays a son architecture institutionnelle et constitutionnelle. Les règles sont là. L'essentiel, c'est de respecter la loi de son pays, de respecter les dispositions constitutionnelles. Et donc, je pense que ça règle cette question. Aujourd'hui, si j'ai la possibilité de me présenter constitutionnellement, bon, je prends acte et puis après, le moment venu, je prendrai ma décision. On n'interdit pas les manifestations à Lomé. Et vous savez que depuis 2017, les gens manifestaient de façon abondante. Mais je ne saurais tolérer des manifestations avec des armes de guerre. Cela n'est toléré nulle part. Ce n'est pas parce qu'on vous indique un itinéraire différent qu'on interdit votre manifestation. Nous disons simplement que ceux qui ne manifestent pas ont les mêmes droits que ceux qui manifestent. Ceux qui veulent travailler ont les mêmes droits que ceux qui manifestent. Donc on doit pouvoir travailler, mais d'autres doivent pouvoir manifester, c'est tout. L'essentiel, c'est de respecter le cadre légal qui est donc la loi de la République qui s'impose à tous.
Le reste de l'actualité africaine en bref et en images. Des milliers de Libériens ont défilé aujourd'hui dans les rues de Monrovia à l'appel de l'opposition d'associations de la société civile. Ils ont manifesté contre le gouvernement du président George Weah. Ils accusent le président de s'enrichir au lieu de s'occuper des plus démunis. Ces manifestations représentent le premier test d'envergure pour George Weah depuis son élection il y a 1 an et demi. Fin de la garde à vue du président de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad avait été interpellé hier à Paris par des enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre d'une affaire de corruption. Après avoir été longuement interrogé, il est ressorti libre de sa garde à vue hier, sans poursuite à ce stade. Et puis le Rwanda donne un coup de pouce aux étudiants qui désirent devenir enseignants. Les frais de scolarité pour la filière de l'enseignement seront diminués de moitié dans le secondaire et gratuits à l'université. Objectif, encourager plus de jeunes à choisir un secteur boudé en raison des faibles salaires. Le grand angle de ce BBC Info nous emmène au Nigeria. L'année dernière, BBC Africa Eye a révélé un abus généralisé des médicaments contre la toux sur ordonnance, associé à un opioïde, la codéine. Le sirop contre la toux à la codéine provoquait des niveaux de dépendance alarmants. Des millions de jeunes en sont devenus accros. Et moins de 24 heures après la diffusion de notre film Sweet Sweet Codéine, le gouvernement nigérien a annoncé l'interdiction totale de ce sirop. L'enquête de la BBC a aussi démontré que ce sirop était vendu au marché noir à des jeunes Nigérians. Attention, ce reportage comptait des scènes troublantes. Un récit de Pierre-Antoine Denis. Le sirop contre la toux à la codéine est devenu la drogue de rue la plus populaire au Nigeria, avec des millions de bouteilles consommées quotidiennement. Le centre de l'épidémie serait la ville de Kano. Une génération de Nigérians se perdait dans cette dépendance à seulement 50 centimes de dollars la bouteille. La codéine crée une forte dépendance et une consommation prolongée peut entraîner l'insuffisance d'organes majeurs ainsi que la schizophrénie. Voici ce que fait le sirop contre la toux. Africa Eye s'est infiltré en caméra cachée pour révéler comment les pharmaciens et les compagnies pharmaceutiques autorisées approvisionnaient le marché illégal. Un dirigeant d'Emzor Pharmaceuticals a accepté de vendre à l'équipe 60 bouteilles de sirop de codéine contre la toux directement de l'usine. C'est un produit. Je sais que même si j'ai 1 million de cartons, je peux les vendre en 1 semaine. Dans les bureaux de Biorage Pharmaceuticals, l'équipe s'est vue offrir d'énormes quantités. C'est pas un magasin, c'est l'usine, vous comprenez? Même si vous avez besoin de 500 cartons, nous pouvons le faire. Nous pouvons l'obtenir maintenant. Seulement 24 heures après la sortie de Sweet Sweet Codéine, le gouvernement nigérian a réagi en interdisant la production de sirop de codéine. Des centaines de trafiquants de rue ont été arrêtés et l'organisme de lutte antidrogue a saisi des milliers de kilogrammes de sirop contre la toux afin de les brûler en public, comme ici. C'était une victoire personnelle pour la journaliste Rona Meyer d'Africa Eye. L'impact à l'échelle nationale, la modification de la législation, je n'arrive toujours pas à le croire. Le film d'Africa Eye a pris une ampleur incroyable. Il a maintenant été vu par plus de 150 000 personnes dans tout le nord du Nigeria. La docteure Mero Mandara, experte en santé publique, estime que cela aide les gens à se détourner de la drogue. Personne ne vous croit si vous ne faites que parler de l'addiction. Mais dès qu'on leur montre, ça fait toute la différence. C'est comme un miroir, juste devant vous. Son objectif est de sensibiliser la population à l'abus de drogue et de rallier la communauté à la lutte contre la toxicomanie. Les projections de films ont donné lieu à un nombre beaucoup plus important d'admissions dans les centres de rééducation. Ce quartier du centre de Kano regorgeait autrefois de marchands de sirop. Maintenant, ils sont tous partis. Sauf que dans la rue, d'autres drogues comblent le vide laissé par l'interdiction de la codéine. Il y a toujours un problème avec la drogue. La guerre n'est jamais gagnée. La guerre n'est jamais gagnée. La lutte contre la toxicomanie se poursuit donc, mais l'interdiction du sirop de codéine constitue un grand pas dans la bonne direction.
Pour les sports, on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Ce soir au Parc des Princes de Paris, ce sera le coup d'envoi de la 8e édition de la Coupe du Monde dames de football et le match d'ouverture oppose ce soir la France et la Corée du Sud dans le groupe A. Voilà, coup d'envoi de cette 8e édition à 18h GMT, effectivement. La France devant son public qui espérera une victoire, bien entendu, ce soir face à la Corée du Sud. Alors, il faut savoir qu'il y a 24 équipes en lice dans ce mondial, réparties en 6 groupes de 4. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les 8e de finale, de même que les 4 meilleures 3e sur l'ensemble de la phase de poule. Il faut savoir aussi que ce sont les Américaines qui se tenaient du titre. Et il y a 4 ans, lors de la précédente édition, elles avaient gagné leur 3e trophée dans cette épreuve. Les Allemandes ont gagné 2 fois, la Norvège et le Japon une seule fois. Alors 24 équipes, je l'ai dit, et parmi elles, 3 représentants africains que nous présente maintenant Armelle De Oliveira. Ceci est la meilleure équipe africaine de football féminin. Les Super Falcons du Nigeria dominent le football continental depuis 30 ans. Elles ont remporté 11 fois la CAN, un record. Elles ont aussi joué 8 Coupes du Monde, mais n'ont franchi le cap des groupes qu'une seule fois, en 1999. Emmenées 7 fois par un sélectionneur suédois, elles aimeraient faire mieux cette année, mais elles devront affronter la France, la Norvège et la Corée du Sud dans leur groupe. On voudrait vraiment sortir de notre groupe. Après, on verra. Il veut qu'on joue 3-5-2. Je crois que c'est notre meilleure formation. Ça a nettement amélioré l'équipe. Le Cameroun dispute son 2e mondial. En 2015 au Canada, les Lions indomptables avaient atteint le stade des 8e et sont impatientes de faire mieux. Mais d'abord, elles devront s'extraire d'un groupe qui comprend le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. On travaille très dur justement pour pouvoir aller le plus loin possible et ramener la coupe ici. Comme toute lionne qui va en brousse, on va chasser. On va chasser et nous sommes sûrs de remporter, ramener les proies. Parce que la lionne, quand elle va, elle ne rentre pas dans les mains vides. Enfin, l'Afrique du Sud dispute sa première Coupe du Monde. La tâche sera difficile pour les Banyana dans un groupe très relevé avec l'Allemagne, l'Espagne et la Chine. Aujourd'hui, vous êtes bonne. Demain, vous êtes meilleure. Et le jour d'après, meilleure encore. C'est vrai que les gens disent que nous sommes dans le groupe de la mort. Mais nous arrivons au mondial avec un esprit d'équipe. Aucune équipe africaine, féminine ou masculine, n'a déjà passé le stade des quarts de finale à la Coupe du Monde. À l'aube d'un nouveau tournoi, tous les rêves sont permis. Premiers adversaires de ces Africaines, le Nigeria demain dans le groupe A jouera face à la Norvège et demain également l'Afrique du Sud entamera sa campagne contre l'Espagne. Il faudra attendre lundi pour voir les Camerounaises en action, ce sera contre les Canadiennes. On passe au mondial des moins de 20 ans, réservé aux garçons cette fois-ci. Et là, on en est au stade des quarts de finale. Il y a 10 minutes, le coup d'envoi du match Italie-Mali a été donné et les Italiens mènent 1-0 face aux champions d'Afrique en titre. Cet après-midi, toujours dans ce mondial des moins de 20 ans, eh bien, la Colombie a été battue 1-0 par l'Ukraine, première qualifiée donc pour les demi-finales. Et puis la finale de la Ligue des Nations opposera dimanche à Porto le Portugal et les Pays-Bas. Et oui, hier soir à Guimarães, les Pays-Bas ont éliminé en demi-finale l'Angleterre 3-1 après prolongation. Et on va terminer, bien sûr, comme de coutume, avec cette semaine la petite balle jaune, le tennis, Roland-Garros, la pluie, le vent et quand même des demi-finales du French Open. D'ailleurs, la pluie et le vent ont empêché la 2e demi-finale entre Novak Djokovic et l'Autrichien Dominic Thiem de se terminer. Les 2 joueurs sont repartis au vestiaire. Ils reprendront les hostilités demain. Thiem menait 3-1 dans le 3e set. Les 2 joueurs en sont à 1 set partout. Rafael Nadal, lui, a éliminé Roger Federer en 3 petits sets pour se qualifier pour une nouvelle finale. Et demain, la finale du simple dame mettra aux prises l'Australienne Ashley Barty et la Tchèque Markéta Vondrousova, Nicolas. Emmanuel, et bon match à vous. Avant de se quitter, sachez que plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées à Hong Kong pour la course annuelle de bateaux dragons. Des dizaines de bateaux étroits de 12 mètres avec des têtes et des queues de dragons, comme vous pouvez le voir sur ces images, se sont affrontés au milieu du bruit des tambours. Plus de 70 équipes se sont réunies pour participer à 36 courses. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Aga TV. Je vous donne rendez-vous demain pour BBC Echo et dimanche, vous retrouverez Pierre-Antoine Denis pour BBC Hebdo. Bonne soirée à tous.